Eh bien, bonjour, je suis Sophie Couturier, scénariste de romans graphiques et en l'occurrence scénariste de Diana, Confidence d'une princesse rebelle. Je suis Annick Cogent, je suis journaliste au Monde, reporter, et je suis, j'ai interviewé Lady Diana, Kensington Palace, en 1997, et j'ai proposé au Monde une longue série d'été qui visait à s'intéresser à 12 grandes images, 12 grandes photos qui formeraient un peu l'album photo d'une génération. Et donc, je lui ai écrit et quelques temps après, j'ai donc été invitée à venir la rencontrer à Kensington Palace, prendre le thé avec elle. Et ça a été le début, on va dire, d'une folle aventure puisque cette interview a déclenché, enfin m'a placée dans l'œil du cyclone, à la suite de Diana, bien sûr. Et je pense que dans mes souvenirs de plusieurs décennies quand même de journalisme, c'est sans doute l'interview la plus sulfureuse, en tout cas, celle qui a eu le plus de conséquences immédiates, qui a fait le plus de bruit. Je ne savais pas ce que c'était une interview complètement internationale ou ce que ça voulait dire global, comme disent les Américains. Et là, vraiment, j'ai vu que toucher à Diana, ça voulait dire intéresser le monde entier. J'en avais pas l'idée, j'en avais pas pris la mesure avant cet épisode et ça m'a effectivement énormément marquée. En y arrivant, eh bien, très vite, le butler est arrivé, Paul Burrell, le fameux butler de la princesse, qui m'a demandé: «Ah, vous venez de l'aéroport de Heathrow?» J'ai eu le temps de dire: «Non, je viens pas à Eurostar». Là-dessus est arrivé monsieur Gibbons, son directeur de cabinet ou le secrétaire général, je ne sais pas, de la princesse. Et puis très vite, on monte un immense escalier, très grand dans mon souvenir, qui tournait, et j'ai à peine eu le temps de parler à monsieur Gibbons donc on s'entretenait, mais je voulais lui dire j'ai combien de temps, etc. Que on arrive au haut de l'escalier et là arrive la princesse Diana qui sortait d'une pièce. Donc il y a un grand palier, elle est arrivée et elle m'a semblé d'abord extrêmement lumineuse. Je ne savais pas comment elle était, franchement. Et elle était radieuse, très belle. Je m'étais jamais posé la question de sa beauté. Mais là, franchement, elle irradiait. Elle m'a fait asseoir dans un canapé juste en face du sien. Et on a commencé très, très agréablement la conversation, très chaleureusement, je dirais, parce qu'elle était vraiment très sympa, très, très ouverte, très à l'aise. Enfin, évidemment qu'elle était à l'aise, elle était chez elle, mais du coup, elle me mettait à l'aise aussi. Et très vite, un autre butler est venu proposer du thé avec des petites tables qu'il apportait parce que entre deux canapés, il n'y avait rien. Pas de table basse, etc. J'ai eu le temps de voir sur le côté des coffee table books et notamment un grand livre sur Mère Teresa. Voilà. Et puis j'ai essayé de regarder, mais je voulais rester très polie, donc je n'osais pas trop. Et j'étais assez hypnotisée par son regard, parce qu'elle était d'avoir des yeux très très bleus. Et puis très vite, on a parlé. Il y avait une proximité d'âge, je ne sais pas, enfin, qui a fait que c'était vraiment très facile. La conversation a débuté très, très facilement, très joyeusement. D'abord, elle était intéressée par mon projet, ce qui était quand même très agréable. Et tout de suite, elle a demandé: «Mais c'est incroyable votre histoire, votre série, là, 12 photos!» Donc elle était, je pense, assez flattée de faire partie de ces 12 grandes photos internationales. Et puis elle m'a dit: «Alors c'est qui les autres?» Alors je dis: «Bah écoutez, je rentre de Toronto justement et je viens de rencontrer la jeune Fiona Palm, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose?» Elle me dit: «Mais évidemment, elle est vivante», me dit-elle, «c'est incroyable». Alors du coup on a parlé, puis on est allé à une autre photo, et puis il y avait Mandela, j'avais une photo de Mandela parce que je pensais peut-être la rencontrer à ce moment-là. Tiens, j'adore Mandela. Enfin bon bref, on parle de beaucoup de choses. Et puis je me rends compte que, en fait, pour lui montrer les photos, puisqu'elle voulait connaître les autres photos, et je suis à ses pieds. Je suis exactement, elle est assise sur le très digne sur son canapé, et moi je suis à genoux, juste à côté d'elle, puisqu'on se passe les photos, nos mains se frôlent. Enfin, c'est très étonnant. Je me dis, je devrais pas le dire ça. À une ou deux reprises, je reviens sur l'autre photo, mais sur mon canapé, à ma place. Mais en fin de compte, comme on devait s'échanger, enfin se passer les photos, qu'à chaque fois elle faisait des commentaires et que c'était drôlement intéressant, et ben je revenais à ses pieds. Voilà, on se parlait. Et puis à un moment donné, quand même, je lui dis: «Et vos photos?» Alors voilà. J'avais fait une exception à ma règle pour l'ensemble de mes interviews, c'est-à-dire qu'en général, je partais d'une photo très précise et j'allais chercher la personne sur cette photo. Et là, je suis partie de la personne elle-même, Diana, et j'ai apporté une dizaine de photos que j'avais choisies. Voilà, un échantillon très très varié, que ça pouvait être
son mariage, ou quand elle danse avec John Travolta, ou bien quand elle est avec des lépreux, des malades du sida, ou quand elle fait sa campagne sur les mines antipersonnelles, qu'elle a un casque d'ailleurs, un masque évidemment pour passer à côté des champs de mines, etc. Et je lui dis, bah, faut choisir Diana, je crois que j'ai dit Diana, petite oreille Inès, Diana, et elle regardait les photos, elle disait, oh ça c'était là, oh je me rappelle là, ça c'était dans un hôpital, oh mon Dieu, je me souviens de ça. Et tout d'un coup, elle s'arrête sur cette photo qui n'était pas du tout la plus jolie, qui la mettait pas du tout celle qui la mettait le plus en valeur, mais c'était où elle tient très fort contre elle. Ça se passe au Pakistan, à Lahore, et elle tient un petit Pakistanais qui a une tumeur et qui va mourir. D'ailleurs, elle a su plus tard qu'il allait mourir quelques heures après. Mais elle l'avait pris très spontanément dans ses bras et elle a les yeux un peu fermés comme ça. C'est une photo assez marquante, mais qui n'avait pas été repérée jusque-là. J'avais arraché au dernier moment en quittant Paris dans un magazine. Et elle me dit, oh, s'il faut choisir une photo, c'est vraiment celle-là. Et donc, elle me parle de ce moment. Et on a cette conversation ensuite très, très facile, très simple. Et elle se laisse à dire des choses où, semble-t-il, elle a peut-être moins le contrôle, ou en tout cas, elle est moins corsetée qu'elle l'était, sans doute, quand elle parlait en public. Et où elle me parle de cette famille. Du jour où je suis rentrée dans cette famille, plus rien ne pouvait se faire naturellement. Elle parle de ses visites évidemment dans les hôpitaux, et elle tient absolument à ce que ses deux fils le fassent avec elle. Elle veut les élever dans cet esprit-là. Elle a toujours été élevée par son père, avec l'idée qu'on était tous à égalité, et que c'est dans cet esprit-là qu'elle veut élever le futur roi. Et puis, elle dit d'ailleurs à un moment donné combien elle se sent plus proche en fait des gens d'en bas que des gens d'en haut. C'est marrant, je pense à son expression. Et puis, parlant des mines antipersonnelles, ensuite, je lui dis Tony Blair. Je sais que c'est une campagne, c'était une cause très importante pour vous, les mines antipersonnelles. Donc, elle était allée notamment en Angola. Et je lui dis, vous devez être contente, Tony Blair vient d'être élu et vient tout de suite de dire que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, renonçait à utiliser les mines antipersonnelles. Et elle dit, oh, mais bien sûr que je suis contente. Ce gouvernement va faire un travail formidable. It's going to make a terrific job. Terrific job. Et en évoquant le précédent gouvernement, elle dit, oh, the former one. Donc le précédent gouvernement was hopeless. Et ce mot hopeless va lui valoir beaucoup d'ennuis. Elle était très engagée, Diana. On ne s'en rendait pas forcément compte, mais elle a toujours énormément, alors milité, le mot est très fort évidemment, mais il y avait des causes qui lui tenaient à cœur. Très vite, elle allait le soir dans les hôpitaux, on ne le savait pas, mais elle rendait beaucoup de visites à des malades. Et puis ce qui a été très remarquable, on l'a après relevé, mais enfin quand même, notamment pour le sida, nous sommes dans les années 80, la fin des années 80, ça fait très peur, cette maladie qui suscite vraiment des hécatombes dans de nombreux pays. Et elle est la première de la famille royale à aller visiter des malades du sida et à les toucher, les caresser, sans gants, a-t-on toujours remarqué. Mais c'est vrai que quand la reine allait voir des personnes en général, elle est toujours extrêmement gantée. Et là, Diana a toujours eu un penchant et toujours eu une facilité d'ailleurs à enlacer les gens et à toucher la joue. Elle avait des gestes, je trouve, qui ne trompent pas, une tendresse qu'on ne peut pas feindre. Et elle a toujours, effectivement, et notamment pour la cause du sida, été extrêmement présente, extrêmement chaleureuse avec ces jeunes gens justement qui mouraient les uns après les autres. Donc ça a été la première chose frappante. Et puis après, elle est allée voir les lépreux également en Inde. On l'a vu voir pour militer comme ça, pour faire en sorte que des maladies ne soient plus repoussantes, ne soient plus aussi effrayantes qu'elles pouvaient l'être. Il y a eu les mines antipersonnelles, qui a été vraiment quelque chose pour lequel, là pour le coup, elle s'est vraiment battue. Et quand elle partait sur le terrain, dans différentes visites qu'elle faisait à l'étranger, il y avait une cause qu'elle voulait défendre, ou un sujet qui lui tenait à cœur, elle travaillait énormément. Elle se faisait faire des fiches par des spécialistes qu'elle étudiait vraiment, et donc elle ne partait pas du tout comme ça à l'aveuglette. Quelquefois, des députés conservateurs ont dit « it's a full cannon », c'est comme un chien fou. C'est pas vrai.
C'était extrêmement préparé, extrêmement structuré. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et pour les mines antipersonnelles, par exemple, on la voit avec des jeunes blessés, on la voit même sur ses genoux. Une fois, elle a une jeune femme africaine, je pense que oui, ça devait être forcément en Angola, qui est unijambiste d'ailleurs, et avec qui elle est effectivement extrêmement tendre également. Elle est allée au Kosovo l'été 97 également. Et là aussi, elle a mis sa main sur les visages de quelques vieilles femmes et c'est très très frappant. Donc je pense qu'il y avait une vraie sincérité, il y avait des messages qu'elle voulait faire passer à ses fils et aussi à l'ensemble de la population, ce que ne faisait pas forcément la famille royale qui était toujours extrêmement compassée, qui certes a toujours eu des œuvres, des charities, des œuvres humanitaires, mais on sentait que c'était pas du tout le même engagement aussi sincère, aussi tendre, parce qu'elle était tendre et aussi naturelle que Diana. Et sur les mines antipersonnelles, on peut aussi ajouter que justement l'année 97 est une année hyper importante puisque la coalition contre les mines antipersonnelles qui regroupait plusieurs pays, dont Handicap International qui est une ONG française qui se battait beaucoup contre les mines antipersonnelles et c'est toujours le cas aujourd'hui et contre les bombes à sous-munitions quelques années plus tard, eh bien il se trouve qu'en décembre de la même année, la coalition internationale contre les mines antipersonnelles a été prix Nobel de la paix. Et il est évident que Diana, l'image de Diana a beaucoup fait dans ce combat, c'est une évidence. Et sa mort, hélas, a aussi certainement, on va dire, accéléré le processus d'adhésion contre les mines antipersonnelles. Et cette coalition contre les mines antipersonnelles, cette coalition internationale, lui doit beaucoup à Diana. Et moi qui ai travaillé pour Handicap International pendant des années, ça a été pour moi un vrai symbole. Enfin, j'étais très sensible. C'était aussi une des raisons qui m'a fait m'attacher à l'histoire, à cette histoire, parce qu'on en parlait beaucoup au sein de Handicap International. Évidemment, on avait une vraie tendresse, à la fois militante pour Diana, mais aussi pour sa liberté de femme, de militante et de femme, et cette responsabilité qu'elle avait prise de s'investir autant dans ce combat, qui était un combat pour elle très sincère. Elle pouvait prendre des tas d'autres combats. Celui-là, elle l'avait choisi. Il perdure après elle d'ailleurs, puis je crois que son fils Harry est aussi un peu impliqué là-dedans. Donc pour nous, c'était très important chez Handicap International et elle a beaucoup fait, c'est évident. Souvent, il y avait quelqu'un pour lui dire « Raconte-nous l'histoire de Diana, c'est dingue ton histoire, c'est dingue ton histoire ». Et je découvre l'histoire comme ça. Et tu commençais souvent par raconter cette histoire avec l'anecdote du taxi qui se trompe, qui t'emmène à l'hôtel Kensington Palace, au lieu de t'emmener à Kensington Palace, le palais de la princesse, enfin là où elle vit, dans ses appartements. Le taxi ne croit pas que tu as un rendez-vous avec Diana. Tu commençais souvent par cette histoire, ça faisait rire tout le monde. En plus, Annick, je pense que vous vous en rendrez compte dans le petit film, est une formidable conteuse, donc elle raconte tout ça. Et là, je me dis, mais c'est dingue. Et un samedi matin, enfin, je décide, je me dis, c'est pas possible, il faut en faire un scénario. Et un samedi matin, j'arrive à te convaincre de me pointer chez toi. Et pendant 3 heures, on a fait une interview extrêmement longue, extrêmement détaillée, parce que je l'ai un peu embêtée à chercher tous les souvenirs, tous les recoins de tes souvenirs le plus possible, bien sûr. Et à partir de là, voilà, on a proposé le projet à Stan Kiss, qui nous a dit banco. Et donc ça, c'est formidable d'avoir un éditeur comme ça qui vous fait confiance et qui s'engage et qui prend des risques, même si c'est Diana, c'est quand même un risque, c'est toujours un risque. Mais c'est ton livre, c'est-à-dire que je ne suis pas co-autrice du tout. Ah non, cette fois-ci, tu m'interroges, voilà. T'en fais ce que tu veux. Oui, et là, donc moi, je t'ai laissé complètement totale liberté, sur l'histoire, sur le découpage, sur les scènes, ce que tu voulais raconter ou pas. Ouais. Moi, j'ai regardé ça qu'à la fin. Bah c'est vrai que ça c'est formidable. Tu m'as fait une confiance totale. Tu m'as dit banco. Je me souviens t'avoir lu les 30 premières planches au téléphone. J'étais chez moi. Je venais d'écrire les 30 premières planches. Je voulais avoir ton sentiment, savoir comment tu réagissais. Et tu m'as dit génial. J'adore le rythme, je m'y retrouve complètement. Tu m'as même tout de suite dit, c'est même dingue comme je m'y retrouve. Ça me replonge 30 ans en arrière et c'est pas rien. Oui, et tu m'as laissé le feu vert complet. Et à partir de là, j'ai beaucoup lu sur Diana, j'ai lu aussi tous tes autres articles parce qu'on retrouve dans le roman graphique le cadre complet de ce qui s'est passé à l'époque, qui était donc cette fameuse série de ces 12 photographies iconiques. Et donc, j'ai beaucoup lu sur Diana, j'ai beaucoup lu sur l'époque, j'ai lu tous tes articles, etc., etc. Et puis, j'ai aussi fictionné les flous ou les zones de flou, ou bien j'ai inventé quelques petites choses aussi. Il y a quelques petites choses qui ne sont pas réelles dans cet ouvrage quand même, mais qui apportent une tension et
et une beauté, je crois aussi, et qui ont été très très bien mises en dessin, notamment la scène avec le cerf. Quand tu vas à Alstorp, tu n'y es pas allé, pas encore, mais c'est quelque chose d'imaginé. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. C'est l'endroit, c'est le mémorial où est enterrée Diana. Elle est enterrée sur la propriété des Spencer, dans la propriété familiale. Donc personne ne peut y aller, si ce n'est la famille, les proches de Diana, ils y vont en barque. Et le public, lui, est invité à se recueillir au pied d'un petit mémorial, un petit temple. Et là, des deux côtés de ce portrait, il y a deux plaques gravées. La première, enfin ça dépend de quel sens on arrive, mais sur d'un côté, c'est Charles Spencer, c'est donc le frère de Diana, qui écrit à sa sœur un message, un dernier message, qui est très beau. Et puis l'autre plaque, ce sont les dernières lignes de l'article d'Annick. C'est une réalité, donc ça c'est quand même un truc de fou. Alors pour le choix des visuels, j'ai envoyé énormément d'iconographie à Sandrine Revel, qui est une merveilleuse dessinatrice et coloriste. Elle a un talent fou, Sandrine, parce qu'en plus, ce qui m'épate chez elle, c'est qu'elle peut dessiner des choses totalement différentes. Elle se donne des challenges, ça j'aime beaucoup aussi, c'est une dessinatrice qui va se lancer des défis. Et c'est vrai que quand je lui avais pitché ce projet par Zoom, je me souviens à l'époque, ça a duré 1 heure où je lui ai pitché tout le projet j'allais dire du film. Oui, c'est un scénario, hein, de livre et de film. Je lui ai pitché le scénario. Elle disait pas un mot. Elle me regardait, elle ne disait rien. Pendant 1 heure, j'étais comme ça, en apnée, en me disant pourvu qu'elle dise oui, pourvu qu'elle dise oui. Et au bout d'un moment, au bout d'1 heure, j'étais sèche. Elle disait toujours rien. Et je dis alors, ça te tente? Et elle me dit carrément, carrément. Et elle me dit j'ai jamais fait ça. C'est génial, c'est comme une enquête, on est vraiment dans une enquête de presse, on est dans un film, j'adore, on y va. Et à partir de là, on a beaucoup travaillé ensemble en totale confiance. D'abord, je lui ai envoyé énormément d'iconos, puis elle en a cherché aussi de son côté. On a travaillé ensemble aussi à l'atmosphère qu'on voulait donner au livre. Elle m'a proposé plusieurs gammes de couleurs, on s'est mis d'accord là-dessus, on voulait quelque chose de très doux et de très lumineux à la fois, à l'image de Diana. Et puis, elle a tenu, et ça je trouve ça très chouette, à ce qu'il y ait un grain un peu vintage. Et on le sent notamment dans pas mal de dessins, pas dans tout, ça dépend dans quelle ambiance on est, mais il y a une petite musique un peu vintage qui fonctionne très très bien. Et ça, c'est le choix de Sandrine. Et j'aime beaucoup. C'est une drôle d'impression quand même. J'ai jamais très rêvé réussi. de ça. T'es très réussi. Je me trouve plus jolie dans la BD qu'en réalité. Donc je trouve que c'est Annick est vraiment très réussie. merveilleux. Et puis en plus, j'ai 30 ans de moins quand même quasiment dans la BD, ce qui est fort agréable. Mais c'est effectivement assez troublant parce que voilà, je suis sur quasiment toutes les planches. Ah oui, tu es sur toutes les planches. Quelques-unes où tu es pas, c'est rare. Hein. Et en même temps, bon, oui, je m'y retrouve en fait. Hein, j'ai l'impression que je me ressemble quoi, quand même. Les expressions, la passion, tu es allé jusqu'à mimer aussi quand tu te retrouvais au pied de Diana, au pied du canapé. Tu as carrément mimé comment tu faisais, quoi. Donc, et Sandrine regardait ça très attentivement et voilà. Donc elle capte en fait, hein, elle est attentive absolument à tout, au regard. J'ai été frappée de ça, je me rends pas compte, moi je me vois pas, je sais que j'ai tendance à trop bouger. Mais là pour le coup, chaque geste est saisi et ou esquissé et c'est très sympa en fait. Je trouve que c'est d'une grande justesse réellement, c'est même très, oui, c'est très troublant. Très troublant. Comment dire, énergisant en même temps. Et puis c'est vrai que ça sonne assez juste. Et puis au fond, le premier journaliste, enfin qui m'a sans doute donné envie de faire ce métier. Ça fait très longtemps que et très jeune, j'ai eu envie de faire ce métier, de parcourir le monde et d'être grand reporter. C'est Tintin. Voilà. Personnage de BD. C'est clair. Et ben voilà, à ton tour.